Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la semaine. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Elsa Charbit. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes chef du service politique de Radio JM et évidemment c'est avec vous que nous allons décrypter les résultats de ce second tour des élections législatives anticipées qui sont tombées hier à 20h. Quelle est votre analyse globale de la situation ? Alors si, après le premier tour, on pensait tous à une vague bleu marine sur la France, c'est-à-dire du Rassemblement national, au fur et à mesure que les jours passaient, et d'ailleurs les derniers sondages l'ont dit, on savait que cette vague n'aurait pas lieu. Donc pas vraiment de surprise, si ce n'est quand même qu'il y a une surprise dans ces résultats. Ce n'est pas le nombre de sièges des RN, ce n'est pas le nombre de sièges de ce nouveau Front populaire, mais c'est le nombre de sièges, à mes yeux, du parti du président de la République qui s'en sort plutôt bien, que l'on donnait avant le premier tour au plus bas et qui est quand même la deuxième force aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est peut-être une des surprises. Il n'a pas tout perdu en fait. Il n'a pas tout perdu. Moi, je dirais même presque qu'il est gagnant puisqu'il a... Alors, est-ce sur un coup de tête ou pas? Certains disent que c'était calculé et que c'était le résultat attendu. Il a conforté plutôt son positionnement puisqu'on disait que le parti du président Emmanuel Macron mourrait lorsque lui quitterait la présidence de la République. Donc, il n'en est rien puisqu'on voit que les résultats sont quand même assez correct, il est la deuxième force de France. La grande leçon à tirer, c'est qu'il existe toujours pour le parti d'extrême droite, pour le Rassemblement national, un plafond de verre qu'il n'arrive pas à dépasser, c'est-à-dire que les votes sont toujours entre 30 et 33% des suffrages exprimés, qu'il n'arrive pas à passer ce plafond de verre. Alors, on verra ensemble quelles conclusions il faut en tirer, mais ce plafond de verre existe en France. Les Français, quel que soit leur bord politique, ont peur de l'arrivée de ce parti au pouvoir, ce parti qu'on appelle extrême droite, qui a des positions particulières, et donc les Français ont peur et préfèrent jouer la sûreté et rester dans un milieu dans une Assemblée nationale assez centriste, tellement centriste qu'elle n'a pas de majorité absolue. Mais justement, est-ce que demain Emmanuel Macron va pouvoir gouverner? Comment va-t-il composer son gouvernement, son futur gouvernement, au vu de ce couscous, un petit peu, on peut dire, à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ce mélange des partis, de ce qu'on a dit, du nouveau Front populaire à l'extrême droite, en passant par les centristes, les droits, les LRRN, il y en a pour tout le monde. C'est pas simple, hein. Alors, on sait tous bien sûr que le Premier ministre va déposer sa démission aujourd'hui auprès du président de la République, qui va, à mon sens, en prendre acte, mais ne pas l'accepter tout de suite. Je pense qu'il va laisser un peu traîner les choses. C'est en tout cas ce qu'avait l'air de dire hier le Premier ministre lorsqu'il a pris la parole, en disant Gabriel Attal avait l'air de dire qu'il fallait d'abord voir ce qu'allait proposer selon les accords qui vont être faits entre les différents partis aujourd'hui qui se retrouvent à la tête du pays, c'est-à-dire entre le nouveau Front populaire, entre les centristes parmi les macronistes. Il y a quand même, on sait très bien que les macronistes sont divisés entre une partie plus à gauche et une partie plus à droite, mais également il y a des LR qui ne sont pas très nombreux, certes, qui sont encore moins nombreux ce matin qu'ils l'étaient hier soir, puisqu'il n'y en a qu'une quarantaine, 43, je crois, 43 députés, mais qui jouent quand même. Et puis, est-ce que certains LR qui ont rejoint le Rassemblement national vont changer d'avis, vont se rapprocher d'un centriste? On ne sait pas. Et surtout, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire, sur quel projet vont-ils se rassembler? On a entendu M. Mélenchon dire que ça sera le projet de ce nouveau Front populaire. Quoi qu'il en dise, je pense que ça va être difficile de pouvoir s'entendre là-dessus. Donc, certainement, le président de la République va attendre de voir quelles sont les tractations sur quel projet avant de désigner un Premier ministre, de proposer un Premier ministre qui pourrait correspondre aux attentes de ce nouveau conglomérat qui pourrait naître au sein de l'Assemblée nationale après les résultats d'hier soir. Alors on va parler justement de ce Premier ministre. On sait, Jean-Luc Mélenchon a parlé à peu près à 8h02. Ça a été le premier à prendre la parole. Il est au taquet. Il est au taquet, il est prêt. Voilà, sa valise est prête pour Matignon, il n'y a pas de problème, ça, on le sait tous. Comment ils vont se mettre d'accord pour choisir ce Premier ministre, le nouveau Front populaire? Parce qu'on a tendance à dire qu'il va forcément venir du nouveau Front populaire. Est-ce que c'est votre avis ou Alors, pas? Moi, je ne suis pas persuadée. Ils peuvent se mettre d'accord sur un centriste. J'entendais certains commentateurs ce matin parler de Gérard Larcher, par exemple. Des gens qui ont bien sûr demandé à voter contre le Rassemblement national et un centriste qui ne fait peur à personne. Ce pourrait être ça. Mais le nouveau Front populaire ne pourrait ne pas accepter et demander
vouloir mordicus que le Premier ministre soit de leur regroupement. Alors, je ne crois pas du tout à un Mélenchon qui, de toute façon, ne pourrait absolument pas gouverner tant il a des positions extrêmes sur certains sujets. Le président de la République avait été très clair déjà. Il avait dit pas avec les LFI. Après, il y a des LFI dissidents qui pourraient plaire, je pense à Alexis Corbière, par exemple, ou à M. Ruffin. Je n'ai pas dit que j'étais pour, mais je dis que cela pourrait peut-être être potentiellement, ou alors aller chercher, pourquoi pas M. Glucksmann, qui donne une gauche plus convaincante, même si on a vu sa faiblesse, puisqu'il a refusé de continuer à se battre, alors qu'il aurait pu, et qu'il aurait pu faire naître une nouvelle gauche. Marine Tondelier aussi, chez les écolos, elle brille un petit peu depuis une semaine. On la voit partout, mais enfin, les écologistes sont quand même minoritaires. Hein. Oui, mais bon, c'est une femme, elle est jeune, elle passe bien, entre guillemets. Elle est courageuse, parce qu'elle va toujours à Hénin-Beaumont affronter Marine Le Pen. Donc, certes, elle a perdu dès le premier tour, du coup, certes, mais je sais pas. J'avoue qu'il faut attendre voir un petit peu ce qu'ils se disent entre eux. J'ai vu hier soir, par exemple, que Marine Tondelier échangeait avec Jérôme Guedj de façon à dire oui, on peut travailler ensemble, mais attention, pas avec des LFI, pas de propos antisémites. Il y a des choses qui semblent être claires cette fois-ci. Nous verrons ce qu'il en est. Voilà. Peut-être que parmi les macronistes, il y a aussi un homme qui est plus à gauche ou une femme plus à gauche, que nous, on n'identifie pas forcément, mais qu'il l'est peut-être pour ceux de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, il faut attendre. Mais à mon avis, je peux me tromper, mais je pense qu'il va falloir attendre. Je ne vois pas le président de la République se prononcer avant des accords sur un programme. Et je ne le vois pas se prononcer, je peux me tromper, avant les Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques, on le rappelle, qui sont dans moins de 3 semaines. C'est cela. Le monde entier va regarder la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la une de tous les journaux partout dans le monde, parce que l'instabilité politique met en danger cet événement. En laissant le gouvernement existant continuer de liquider les affaires courantes jusqu'à après les Jeux. Mais n'oublions pas que les Jeux Olympiques, avec les Paralympiques, vont durer jusqu'à fin septembre. Donc, ça fait un peu long. Peut-être pas autant. Je vous avoue qu'on est tous dans un flou artistique difficile à comprendre et à analyser. Mais ce qui est sûr, c'est tout ce qu'on peut dire sur le Rassemblement national. Plafond de verre existant, lorsque tout le monde veut se mettre... On pensait que le front républicain ne marchait plus, ça a fonctionné. Ça, c'est une certitude. Les grandes villes y sont pour beaucoup. Elles ont un côté, m'excuserez, le côté bobo, vote forcément pour ce front républicain. Donc ça, mais il y a une autre analyse qui peut être faite. Si Emmanuel Macron pensait qu'en clarifiant la situation, le RN pourrait être majoritaire à l'Assemblée nationale et s'userait donc au pouvoir jusqu'aux prochaines élections présidentielles, c'est un pari perdu. Et qui peut être d'ailleurs plutôt favorable au Rassemblement national pour les futures présidentielles, puisqu'en fait, on ne sait toujours pas s'ils sont capables ou pas de diriger le pays. Donc ça pourrait être un marchepied finalement. Ça pourrait aussi être un marchepied. Imaginons qu'on se retrouve avec un second tour, Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen. Là, le Front populaire peut encore fonctionner. C'est difficile de savoir, mais en tout cas, ce n'est pas cette fois-ci qu'ils vont s'user au pouvoir. On va parler des résultats dans les circonscriptions des Bouches-du-Rhône, puisque c'est tombé hier, bien sûr, parfois tard, puisque certains bureaux ont fermé à 20h. Qu'en est-il de la majorité déjà des circonscriptions sur Marseille? Qui a dominé le jeu? Alors, à Marseille, on sort quand même avec un avantage. C'est pas difficile, on a 7 circonscriptions sur la ville de Marseille. On en a 3 au Rassemblement national et 4 au nouveau Front populaire. Dans ce nouveau Front populaire, il y a, vous m'excuserez le terme, mais des LAFI purs et durs et peu fréquentables qui ont été élus dès le premier tour. Je pense à Sébastien Delogu et à Manuel Bompard. Ça fait froid dans le dos, 4e et 7e circo. Mais en tout cas, ils ont été élus et eux, ce n'est pas la gauche qu'on aime. Ensuite, on a Hendrik Davy qui est quand même considéré comme dissident LFI, qui a été réélu, puisqu'il était déjà député, comme les deux autres d'ailleurs, dans la 5e circo. Et enfin, ça nous fait donc 3. Et enfin, M. Lardy. M. Lardy, qui est plutôt PS, 2e circo, qui est donc, il a dit et redit, soutenu par Benoît Payan, qui était d'ailleurs à ses côtés lorsque sa victoire a été annoncée hier soir à Marseille, qui a bénéficié non seulement du désistement de Claire Pitola, mais de son soutien pendant la semaine de la campagne, il faut le préciser. Et du coup, M. Lardy est dans cette circonscription, cette 2e circonscription, qui fait barrage donc au Rassemblement national. Ça s'est joué à pas mal de voix quand même, puisque le candidat du RN avait fait 46-36% des suffrages et Laurent Lardy 53-64. Voilà, donc on se retrouve avec une 2e circo
à gauche et une mairie qui correspond à peu près du 4e secteur à gauche aussi. Alors la première circonscription, qui on le rappelle, la circonscription de Sabrina Agresti-Roubache, qui a perdu au premier tour, est tombée au RN à cette candidate fantôme, comme le dit la Provence, donc Monique Grisetti. Qui est la tata de Monsieur Alizio. Voilà. Et surtout, vendredi dernier, on sait que Raphaël Glucksmann a fait le déplacement jusqu'à Marseille avec Benoît Payan pour soutenir Pascaline Lécorché, qui était contre elle. Exactement, et qui a quand même franchement perdu, puisqu'elle a perdu à 44,14%. Oui, alors là, j'avoue que moi, si j'étais Sabrina Roubache, je serais très en colère. Parce qu'ils l'ont fait se désister pour rien, puisque le barrage ne s'est pas fait au Rassemblement national. Et que peut-être, si elle était restée, la division des voix aurait changé les choses. Moi, je serais en colère à sa place. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on se retrouve avec Monique Grisetti, que personne ne connaît, que personne n'a jamais vu. On connaît son âge et son lien de parenté avec Monsieur Alizio. Point barre. C'est tout. C'est tout. Elle a quasiment pas fait campagne d'ailleurs. Elle a pas fait. Personne la voit, elle refuse tout. On sait pas. Bref, ce qui veut dire que quand même dans cette première circonscription, il y a un ras-le-bol terrible, et avec un score. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire, évidemment. Et on a un deuxième candidat RN qui est passé dans la 6e circo, en face de Christine Just. Alors je vous rappelle que Christine Just, c'est une écolo qui est adjointe au maire de la ville, Benoît Payan, une femme qui est assez radicale dans ses positions, donc qui fait partie de ce nouveau Front populaire. Ça s'est joué à 3%, 4% des voix, un peu plus, 5% des voix. Donc, il faut rappeler quand même que M. Fessa est un ancien LR. Et là, dans la 6e circo, il a retiré ses marrons du feu. Donc, on se retrouve avec 3 RN, et 4 nouveaux fronts populaires. Donc, il y a assez peu de place au centrisme dans cette ville de Marseille qui se retrouve divisée. Voilà. Et la majorité des Bouches-du-Rhône, on est quand même sur du Rassemblement national, à une grosse vague bleue. Absolument. On va parler quand même du cas Anne-Laurence Pétel à la 14e circonscription, qui a eu le courage de se maintenir en triangulaire, qui fait partie du parti macroniste et qui a été battue, qui est restée à la 3e place. En favorisant donc le candidat RN. Après, en favorisant le candidat RN ou pas, on ne sait pas, on ne peut pas préjuger du rapport de voix, mais je tiens quand même à souligner que cette femme a voulu montrer que cette façon d'empêcher, enfin de montrer la voix du vote aux électeurs pouvait être contrariante. Je pense que ces électeurs le lui ont dit, ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas. Que serait-il advenu si les candidats qui étaient arrivés, enfin, si dans toutes les triangulaires, ils s'étaient maintenus. Voilà, surtout quand il n'y avait pas beaucoup de différence de voix. On ne le saura jamais. Mais on ne peut pas lui... Je sais que beaucoup, entre autres, hier d'ailleurs, Benoît Payan en a parlé. Je ne sais pas si on peut véritablement le jeter à pierre. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Elle y a cru, elle a voulu aller jusqu'au bout. Elle avait, dit-on, le soutien du Premier ministre. Oui. Voilà, donc je ne sais pas, mais il est fort à parier que son propre parcours politique risque non pas de s'arrêter, mais en tout cas d'être bien impacté par ce résultat. En tout cas, on a beaucoup entendu parler d'elle. Elle a maintenu son discours en disant qu'elle ne voulait pas ni de l'extrême droite ni de l'extrême gauche, qu'elle considérait comme les candidats qui s'opposaient à elle. Donc elle a eu malgré tout effectivement le courage de se maintenir malgré les critiques bien nombreuses et les menaces, puisqu'elle a été menacée tout au long de la semaine. Et elle a dit très haut ce que beaucoup de Français pensent et pensaient. Je veux dire, on n'avait pas forcément envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre et on se retrouve acculé. Bon. Je sais pas, peut-être que vous l'avez, je n'ai pas le pourcentage de vote blanc. Parce qu'on a beaucoup parlé du vote blanc et je n'ai pas oui, je l'ai pas. Je sais pas si ça a joué ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un monde fou partout hier dans tous les bureaux de vote. C'est vrai, il n'y a jamais eu autant de monde, je pense, depuis 81, il disait. Depuis 81, donc ça remonte quand même. Merci beaucoup, Elsa Charbit, pour cette analyse. C'était le dernier rendez-vous politique de cette saison qui a été riche, malheureusement, en actualité depuis le 7 octobre, ces émissions spéciales. L'arrivée de la flamme olympique, la mort de Monsieur Gaudin. On a eu beaucoup de choses, ces élections législatives. Bravo à vous pour tous ces rendez-vous politiques de la saison. Avec plaisir, ça reste toujours un sujet passionnant. Exactement, et on se donne rendez-vous en septembre à la rentrée, dans nos nouveaux studios pour accueillir des invités passionnants, évidemment toujours sur Radio JM. Merci à vous, Laurent. Merci beaucoup. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.